Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 790 et même si cet épisode correspond encore une fois à un chapitre et c'est le chapitre 830, eh bien il n'a pas été chiant à regarder, il m'a même donné le sourire, ça on va en reparler justement tout à l'heure. Et même s'il y a des petites choses qui ont été rajoutées, c'est surtout le passage où il y a le combat des fourmis contre les Mugiwara, Pedro et aussi Carotte, contrairement à l'épisode de 788 je crois, où il y avait le centipède géant. Ça a été bien fait, c'est-à-dire c'est bien animé, j'aime beaucoup quand on a mis à court, vous comprendrez pourquoi, je vais mettre le petit passage, et c'était assez excellent, et dans l'ensemble, il est passé très très vite. Encore une fois, moi c'est à ça que je vois si c'est un bon épisode ou pas, c'est si je me fais chier et s'il passe vite, et là c'était vraiment le cas. Pourquoi cet épisode je l'ai bien apprécié? Tout simplement la fin. On va commencer par parler de la fin, quand ils arrivent au niveau de Whole Cake Island et qu'on voit le visage de tout le monde. Nous qui avons lu les scans, on se dit, ça y est, à partir de maintenant, ça va chier sa mère. C'est exactement ça ce que je me suis dit dans la tête. Et si j'avais fait une réaction live, vous m'auriez vu avec un putain de sourire. D'ailleurs, j'ai encore un putain de sourire là. C'est-à-dire que maintenant, on va arriver dans du très très lourd. J'espère encore une fois que la Toei ne va pas se chier dessus et va nous faire une animation de fou. Mais déjà quand on voit le teaser de la semaine prochaine, justement avec Luffy, avec Sanji et tout, je vais en reparler un petit peu en fin de vidéo avec quelques petits spoilers. Ça c'est surtout parce que encore une fois, je vous jure, hein, je vous jure, mais nous qui connaissons la suite, on est plus qu'impatients de voir tout ça en animé. Alors forcément, on va pas réduire cet épisode seulement que à la fin. Il y a eu plein de choses importantes et il y a surtout eu énormément d'informations. Déjà, on va commencer par Moscato. Moscato, eh bien, il est dead. Ça y est, il est mort, c'est sûr et certain. Là, il y a un cavalier et un fou qui viennent justement le mettre sur une civière. On voit que ça devait être, entre guillemets, je dirais, bah c'est j'allais dire un maire, mais non, c'est le ministre. Il était adoré par son peuple, et par toutes les personnes de cette île, ou même peut-être d'une autre île. Je sais pas si c'était lui qui était responsable de cette île-là, ou s'il était seulement là que pour le mariage, et il était gérant d'une autre île, je sais pas. Mais bref, sa mort choque plusieurs personnes, et on voit qu'il y avait aussi trois autres personnes qui sont la fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est celle qui a une sorte de petite corne qui ressemble un petit peu à un démon. Après on a Mondor et on a aussi Opéra qui est une sorte de gros mec qui ressemble un petit peu à la gelée, qui est il fait partie d'un quintuplé, des quintuplés, c'est-à-dire que ça on l'a su dans SBS, c'est-à-dire qu'il a des frères. Que je vous le dise, c'est pas trop grave non plus, ça va pas vous spoiler par rapport à la suite, mais encore une fois, nous on est content de les voir parce que c'est des visages qu'on connaît et qu'on peut un petit peu apprécier. Et il y a encore autre chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, Mondor s'adresse à deux sortes de créatures noires qui ont des paniers. Et encore une fois, c'est vraiment chiant, hein, cette critique est vraiment chiante par rapport à ça, c'est que même nous, quand on les avait vus dans le chapitre, on se posait la question de ce que c'était, on apprend ce que c'est un peu plus tard, mais encore une fois, là ici, c'est ça que j'aime bien avec Ichiro Oda, c'est qu'il nous met des différents... Là en vérité, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qu'on a eu pour l'instant, c'est une sorte d'introduction, c'est une sorte de mise en place pour la suite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, ça a un intérêt pour la suite. Et là, justement, de voir ces deux personnes, je n'aurais pas lu le manga. Excusez-moi. Je n'aurais pas lu le manga. Ça me serait passé complètement devant. Oui, ok, deux créatures avec des paniers. Mais après, quand on sait ce que c'est, et quand on voit la petite relation qu'il y a avec Mondor, et aussi par rapport à Gelato, ben on se dit, Ichiro Oda, il fait pas les choses à moitié. Donc ça, c'était le petit détail. La grosse information surtout qu'on a eue, c'est par rapport à Jinbei. Jinbei, futur Nakama, on se dirige vers. On le savait depuis, encore une fois, l'île des hommes poissons. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est capitaine d'une flotte, les pirates du soleil, et un capitaine d'une flotte ne peut pas être sous les ordres d'un autre capitaine. Ils peuvent être sous les ordres d'un Yonkou, parce qu'un Yonkou est un rassemblement de plusieurs flottes, comme on a pu le voir justement au niveau de Barbe Blanche. Et là, ici, on voit que Jinbei a vraiment ce désir de rejoindre l'équipage des Mugiwara. Mais telle qu'est la mentalité des Mugiwara,
Jinbei veut vraiment faire partie de cet équipage, il veut pas faire partie de la flotte des Mugiwara comme c'est le cas par exemple de Barto, Cavendish, Olympus, Ashruddin, etc. Parce que même s'ils font partie de la flotte, ce ne sont pas des Nakama à part entière. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce lien au niveau de l'équipage. Alors que Jinbei, lui, c'est vraiment ce qu'il veut. Il veut vraiment faire partie de l'équipage. Et vu qu'il est capitaine, là, il y a un petit problème. Et on voit justement que l'équipage de Jinbei lui dit non mais c'est bon Jinbei, pense un petit peu à ta gueule de temps en temps, parce que tout ce que tu as fait pour l'instant, c'est penser aux autres avant de penser à toi-même. Et là on va faire un petit récapitulatif. C'est-à-dire que Jinbei, avant qu'il soit dans Impel Down, il a été Shichibukai. Et pourquoi il a été Shichibukai? C'est tout simplement pour faire cette liaison entre l'île des hommes poissons et le gouvernement mondial. Après il a été en tôle, et il faut savoir que l'île des hommes poissons, une fois que Jinbei a été en prison, a été sous le contrôle de Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche c'est quand même un gentil, c'était un gentil pirate, et on sait d'ailleurs qu'il avait un de ses capitaines de flotte, je crois que c'était d'ailleurs la 8e flotte, qui ressemble à une sorte de requin, donc là par là il y avait peut-être justement une petite similitude. Et une fois la mort de Barbe Blanche, eh bien vu que l'île des hommes poissons est l'entrée du nouveau monde, s'il n'était pas protégé par quelqu'un d'hyper puissant, ils allaient totalement se faire défoncer la gueule. C'est d'ailleurs pour ça que Jinbei a décidé de rentrer sous les ordres de Big Mom. Et il semblerait en plus qu'il ait parlé de Luffy à son équipage, parce que son équipage se fout carrément de sa gueule. Et l'équipage leur dit, eh bien Jinbei, si tu veux quitter l'équipage en tant que capitaine, il n'y a pas de problème. Tu as tellement fait pour les hommes poissons que tu peux vraiment penser à toi de temps en temps. Et de toute façon, il y a une deuxième personne qui est son bras droit, qui est Aladdin, qui lui va devenir le nouveau capitaine. Sauf qu'il y a un problème, c'est-à-dire que Big Mom, ce n'est pas Luffy, c'est-à-dire que tu peux pas lui dire, eh ben maintenant je vais quitter ta flotte et après je vais partir vers de nouveaux horizons. Et là, Big Mom, elle a dit, ouais garçon, tu peux faire ça, parce que tu es un pirate, et un pirate doit être libre. Cependant, si tu le fais, c'est qu'il y a une contrepartie. Et là, Praline, qui est l'une des filles de Big Mom, qui est une sirène, qui est aussi requin marteau, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui aiment pas son design, mais moi, même déjà au temps du manga, j'adore le design de Praline, a dit oui, il y a des personnes qui sont parties de l'équipage de Big Mom. Par contre, ils sont tous morts. Donc là, ça fout quand même un petit peu, ça fait quand même un petit peu peur. Parce que Jinbei mourir, ça ferait quand même pas mal chier. Donc Jinbei veut partir, et là il a le choix, c'est-à-dire qu'il peut dire à Big Mom oui, je pars, et là Big Mom a dit ok, tu vas pouvoir tourner la roulette. Alors cette putain de roulette, quand on a lu le manga, on s'est posé énormément de questions. Et je dois dire que se pose encore énormément de questions, parce que on sait qu'il y a des chiffres. Donc les chiffres, est-ce que ça correspond à des années, vu qu'on a vu justement que Gelato a perdu des années d'existence. Cependant, on voit qu'il y a aussi une tête qui est coupée, un bras qui est coupé, une jambe qui est coupée, puis après une sorte de truc avec une tête de roi. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un membre qui doit être coupé? Mais encore une fois, si c'est un membre qui est coupé, vu qu'il y a des chiffres, est-ce que ça va aussi y avoir des répercussions justement sur l'équipage de Jinbei? Voilà, c'est ça. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 10, 100 et 1000. Donc imaginez que Jinbei tourne la roue, qu'il arrive sur la tête et que c'est marqué 1000. Il y a 1000 têtes qui doivent sauter. Donc alors encore une fois, on ne sait pas si c'est ça exactement. C'est franchement le flou. Moi je vois plutôt ça comme une sorte de jeu de fléchettes. Mais il semblerait que ça soit une roue. Donc on aura peut-être les informations plus tard. Mais par contre, ce qui est intéressant et que j'ai complètement oublié de parler la semaine dernière, c'est que oui, en effet, Big Mom, quand Jinbei vient justement donner le croquant en bouche dans la gueule de Big Mom remercie Jinbei pour la poneglyphe. Et là, il y en a certains qui se sont dit, mais d'où vient cette putain, ou ce putain de poneglyphe? Bah oui, parce que c'est un poneglyphe. Un poneglyphe est masculin. Un poneglyphe n'a pas de vagin. Alors pour ceux qui ne font que regarder l'anime et qui ne lisent ni les chapitres, ni les scans, ni le manga, qui n'achètent pas le manga pour le lire, il faut savoir que Ichiro Oda, dans la manière dont il fait son manga, il y a toujours, pour chaque chapitre, il y a une première de page. Et la première des pages, il y a deux sortes. Il y a la demande d'un japonais, d'un lecteur, c'est-à-dire qu'il demande à Ichiro Oda de dessiner Zoro dans telle version, avec tel personnage, etc. Ou alors après, il y a des mini-histoires. Et les mini-histoires sont quand même super importants. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas en animation.
animation. On en avait une mini-histoire en animation, c'était justement pour Wapple, où ils expliquent sa chute par rapport à Drum Island. Et justement après, comment il est revenu sur le devant de la scène pour créer son nouveau royaume qui est Black Drum, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui faisons des théories, même moi si j'en fais plus beaucoup en ce moment, on se base énormément sur ces premières des pages, ces mini-histoires, parce que ça apporte énormément d'informations. Et la plus importante, c'est sûrement celle sur Eneru, quand il arrive justement sur la ligne et qu'il découvre un nouveau peuple, une mini-armée de soldats, des gravures sur les murs qui racontent un petit peu une ancienne histoire, qui aurait peut-être un lien avec le siècle oublié, et justement ça fait surtout un rebond par rapport à certaines théories sur le retour d'Eneru. Et je parle pas d'un équipage, je parle vraiment d'un retour en tant que méchant, un peu comme à la Freezer, on pourrait avoir au niveau de Dragon Ball. Et justement là c'est le mauvais exemple, parce que Freezer il semblerait qu'il va peut-être faire partie des 10 combattants pour le tournoi. Complètement débile. Bon enfin bref, ça c'est un détail. Quoique je suis content de revoir Freezer, mais là je suis en train de m'égarer totalement. Et là ce qui se passe, c'est que la dernière mini-histoire, on voit justement Jinbei, il découvre un petit poisson-chat géant qui est perdu, donc il essaye de le ramener, puis là il y a un gros bordel, enfin bref, je vous passe ces détails, vous la lirez. D'ailleurs pour les lire, les mini-histoires, allez dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers un super site et un super forum qui est La Volonté du Dit. Voilà, j'en parle souvent, pour moi c'est sûrement le meilleur forum sur One Piece. Il n'y a pas donc je vais le marquer ici, puis je vais le marquer aussi dans la description, parce que ces gars-là ils font un taf de malade. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils découvrent, il y a une sorte de je sais plus c'est quoi, une sorte de ville qui remonte à la surface, ou un truc qui est balancé, et dedans il y a un vestige, et il y a justement un poneglyphe. Il découvre aussi Wadatsumi, c'est pour ça qu'on voit Wadatsumi, là, certains qui pourraient se poser la question pourquoi maintenant il est dans l'équipage de Jinbei, et ben voilà, maintenant vous avez la réponse, et ça je trouve dommage, parce que si au moment où il a... La Toei rallonge des fois les épisodes, donc là je trouve qu'il y avait moyen de faire la moitié d'un épisode qui aurait été intéressant pour expliquer un petit peu tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris ce que j'ai dit, bah, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller lire justement cette mini-histoire avec Jinbei. Mais outre le fait que Jinbei veut quitter l'équipage de Big Mom, c'est la raison, il veut pas aller rejoindre Luffy parce que Luffy c'est son pote. Non, 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 il a la certitude que c'est lui qui va devenir le futur seigneur des pirates, et que ce n'est pas l'un des 4 empereurs. Et donc là-dedans, il est en train de parler de Barbe Blanche, et aussi de Shanks, de Kaido, et aussi bien sûr de Big Mom. Et ça c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que là ici, Eiichiro Oda nous montre qu'une personne qui est super intelligente, on parle bien de Jinbei, si vous avez suivi un petit peu le développement de Jinbei, vous remarquerez que c'est une personne qui est quand même âgée, plus de la quarantaine, je pense même, ouais, 40-50 ans, et qui est quelqu'un de très... c'est un petit peu un stratège. Et ce qui est important, c'est que dans cet épisode, Jinbei dit que c'est lui le futur seigneur des pirates, et que c'est lui, et c'est par l'intermédiaire de Luffy que justement il y aura la libération et la reconnaissance du peuple des hommes poissons, et ça c'est quand même assez excellent. Ça reprend un petit peu la prophétie que la sœur de Odi ou de Arlong elle avait dit justement sur l'île des hommes poissons. Et l'autre chose qui est hyper importante aussi, c'est Pedro. Et oui, on apprend que Pedro, en vérité, ce n'est pas un espion, parce qu'il y avait une certaine ambiguïté, parce qu'il connaissait énormément de choses sur l'île, sur justement Toadland. Et ce qui se passe, c'est que là, il explique que il y a plusieurs années, il a voulu rendre, c'était un pirate, et que justement la marine avait mis une prime sur sa tête. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir la prime justement qu'il avait. Et donc, il avait dû faire aussi pas mal de conneries pour qu'il ait une prime, parce qu'il existe des pirates qui sont un petit peu dans l'ombre et qui n'ont pas de prime. Je crois que dans ce cas-là, il y avait Barbe Noire. Si je dis pas de conneries, il me semble que Barbe Noire, il n'y a pas de prime sur sa gueule. Dites-moi dans les commentaires si je dis pas une connerie en ce moment. Et donc, Pedro a voulu jouer les aventuriers justement avec son frère dans le but de ramener des poneglyphes pour Nekomamushi. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont été justement sur l'île, sur Toadland, et après surtout, ils ont voulu surtout aller sur Whole Cake Island pour justement piquer les poneglyphes de Big Mom, et manque de peau. Leur aventure s'est arrêtée au niveau de l'île, là où il y a les fourmis. Et ça c'est hyper important, parce qu'on voit déjà qu'on comprend pourquoi il a eu ça, et qu'il a réussi quand même à s'en sortir, et que Pecoms est maintenant devenu sous les ordres de Big Mom. Donc là il y a peut-être une relation entre les deux qui serait quand même hyper importante. Et l'autre chose aussi qui est vraiment excellente, c'est que
il est là aussi pour raisonner un petit peu Luffy, parce qu'il dit c'est bien beau de venir pour sauver Sanji, mais qu'est-ce que tu vas faire une fois qu'on aura laté la gueule de Kaido? Il faut bien quand même les road poneglyphes pour après pouvoir aller à Raftel. Donc vu qu'on est là pour aller voir Big Mom et comme elle a des poneglyphes, eh bien ça serait quand même assez sympa de lui piquer des poneglyphes. Et en un sens ici Pedro, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour Nekomamushi, il veut le faire pour Luffy. Et pourquoi il veut faire ça? Parce que tout simplement, il a été étonné que Nekomamushi ainsi que Inuarashi montrent le road poneglyph à Luffy. Parce que la dernière personne à qui il a fait voir ça, c'était il y a plus de 26 ans. Et c'était qui? C'était tout simplement fucking Goldie Roger. Et ça, c'est pas n'importe qui. Il paraît que c'est un mec qui est surcoté. Outre le fait qu'on a eu énormément d'informations dans cet épisode, le final est absolument dingue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit Sanji. Sanji est vraiment au rendez-vous comme l'avait indiqué Pudding. Et encore une fois, Nami l'explique bien. Si Pudding avait donné les informations, jamais il n'aurait pu venir aussi vite. Et comme le mariage est dans 2 ou 3 jours, je crois, peut-être qu'il n'aurait pas pu arriver. Parce que rappelez-vous quand même que Pedro, ce qu'il dit, c'est qu'il s'est fait latter la gueule il y a plusieurs années. Donc même s'il y a Luffy qui est le futur seigneur des pirates, peut-être qu'ils n'auraient pas fait le poids face à une grosse flotte. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, Pudding, ils lui doivent quand même énormément. Voilà, c'est ça. Et on va enfin revoir Sanji parce que je dois dire que le petit Sanji, il m'avait quand même un tout petit peu manqué. Alors pour tous ceux qui font que regarder l'anime, la critique analyse va s'arrêter ici parce que maintenant, je vais parler un petit peu pour ceux qui suivent le manga. Donc comme d'habitude, on va faire le petit décompte. 3, 2, non, ça c'est 2, 1... Bandeau spoil. Donc maintenant ça y est les gars, vous êtes partis. Si vous restez, tant pis, vous serez spoilés. Putain, est-ce que pour vous ça vous l'a fait? Le plaisir de revoir déjà Sanji, le plaisir de voir justement la forêt avec le double de Luffy, voir justement la possibilité du futur combat, le dessin, comment c'est bien dessiné, et surtout ce que j'ai bien apprécié, c'est tout simplement le Sanji avec la sucette. Je ne pouvais pas en parler justement pour les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler, parce que là ici il y a un clin d'œil de la Toei par rapport au studio américain. Il faut savoir qu'au tout début, quand One Piece a été traduit aux États-Unis, ça a été traduit par 4Kid qui faisait la traduction aussi de Pokémon. Le public visé était des enfants qui avaient jusqu'à 8-10 ans, grand maximum. Donc comme les Américains sont hyper puritains et qu'on peut pas tout montrer à la télé, Sanji fumait et le tabac c'est pas bon, voilà c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remplacé la cigarette par une sucette, c'est-à-dire que Sanji avait le truc comme ça et il avait une boule de sucette, il avait une sucette à l'envers. Et là ici de voir justement Sanji prendre sa sucette et la sucer, et oui c'est logique comme phrase, et comme on sait que ça sera un faux Sanji, eh bien, il y a une relation ici entre la Toei et ce qu'a fait l'Amérique à une époque, je trouve, qui est absolument excellent. Et encore une fois, savoir que on a tous les combats avec Crackers qui vont arriver, même les combats contre Luffy, le crocodile qui bouffe le pont, enfin tous les trucs avec tout ce qui va se passer, putain, c'est absolument génial. Et j'ai hâte le combat justement de Sanji contre Papounet, les trucs de fou. Et voilà, on y arrive, ça y est les gars, les Nakama là, ça y est, on y est, et il faut absolument que ça soit bien animé. Cet épisode est quand même bon, à part bien sûr les passages où les personnages étaient en petit au moment où par exemple ils prennent le bateau puis ils le tirent, ça c'était mal fait, mais sinon le reste c'était absolument génial, et ça annonce du très lourd pour la suite. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on n'oublie pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.